Pendant des mois, la situation a semblé s'orienter vers un certain apaisement. De l'extérieur, on avait l'impression que la posture de Washington à l'égard de Moscou s'adoucissait progressivement une fois de plus. À la fin de l'année 2025, les États-Unis avaient mis sur la table une vaste proposition de paix, qui, si elle avait été acceptée, aurait accordé à la Russie nombre des résultats qu'elle recherchait depuis le début de la guerre. L'Ukraine a révisé le cadre, Moscou a hésité, puis comme tant de fois auparavant, a temporisé. Ce retard a tout changé, car cette fois, il semble que la patience se soit épuisée. Ce qui a suivi n'a été ni un discours, ni une confrontation publique. Il n'y a pas eu d'annonce spectaculaire, pas de missiles lancés, pas de troupes mobilisées. À la place, la pression est arrivée discrètement, par les routes maritimes, les procédures administratives et des décisions prises loin du champ de bataille. Et pourtant, les effets ont été immédiats. Tout a commencé avec l'énergie. À la mi-décembre, les États-Unis ont annoncé un vaste blocus maritime visant des pétroliers sanctionnés entrant et sortant des eaux vénézuéliennes. Officiellement, cette mesure était présentée comme faisant partie d'un effort plus large destiné à perturber des circuits de financement illicites liés au crime organisé. Mais ces implications allaient de bien au-delà de Caracas. La Russie a immédiatement pris note. Depuis des années, Moscou s'appuie sur un réseau complexe de pétroliers vieillissants, une flotte fantôme, pour acheminer ses exportations énergétiques par des routes indirectes, impliquant souvent le Venezuela, l'Iran et des ports intermédiaires. Le nouveau blocus a placé ce système sous une pression directe. En quelques jours, les forces américaines ont commencé à intercepter des navires soupçonnés de contourner les sanctions. 2 bâtiments ont été stoppés. Puis l'attention s'est portée sur un autre pétrolier tentant de passer sous un pavillon contesté. Ce qui a suivi n'a pas été une confrontation, mais une longue poursuite en haute mer, un lent test de détermination. Moscou a tenté d'intervenir par les voies diplomatiques. Des changements de registre ont été effectués. Des protestations formelles ont été émises. L'hypothèse semblait être que la situation finirait par se désamorcer. Il n'en a rien été. Au contraire, la poursuite s'est poursuivie. Et cette fois, le Royaume-Uni s'est joint à l'opération. Des aéronefs britanniques ont apporté un soutien opérationnel au moment où le navire a finalement été intercepté et immobilisé. Aucun coup de feu n'a été tiré, aucune démonstration de force au-delà de la présence et de la coordination. Mais le message était sans équivoque. L'effort d'application des sanctions ne s'arrêterait pas. Le même jour, un second pétrolier, lui aussi dépourvu d'enregistrement clair, a été arraisonné ailleurs dans la région. 2 navires, tous deux liés à des réseaux sous sanctions, ont été retirés de la circulation en l'espace de quelques heures. Le schéma devenait évident. Il ne s'agissait pas d'un seul navire. Il s'agissait d'étrangler les flux. Peu après, l'attention s'est de nouveau déplacée, cette fois vers la législation. À Washington, le soutien s'est consolidé autour d'un projet de loi autorisant de lourdes sanctions secondaires contre les pays achetant des exportations énergétiques russes. Si elle était adoptée, cette mesure introduirait des droits de douane si sévères que même le pétrole vendu à prix réduit pourrait devenir économiquement intenable. Le message était simple, l'accès aurait un coût. La Chine et l'Inde, les principaux clients énergétiques restants de la Russie, se sont alors retrouvés face à des calculs difficiles. La sécurité énergétique d'un côté, l'exposition économique de l'autre. L'équilibre n'était plus évident. Pendant ce temps, Londres a agi de manière indépendante. Le Royaume-Uni a annoncé une interdiction progressive des services maritimes liés au gaz naturel liquéfié russe, ciblant le transport, l'assurance et la maintenance. Cette décision a exercé une pression supplémentaire sur des navires spécialisés que la Russie ne peut pas facilement remplacer. Chaque mesure, prise isolément, semblait limitée. Ensemble, elles formaient un cercle qui se resserrait. La Russie a répondu par des avertissements. Les déclarations se sont durcies. La rhétorique s'est intensifiée. Mais sur le plan matériel, les options se réduisaient. Les revenus énergétiques, socle de la soutenabilité à long terme, était soumis à une pression croissante. Ce qui rend ce moment particulier n'est pas son caractère spectaculaire, mais sa conception. Aucun engagement militaire ne l'a déclenché, aucun changement territorial ne l'a imposé.
Il s'est plutôt déployé à travers l'application des règles, la coordination et le timing. Les avancées ont été stoppées non par la force, mais par le refus d'accès. Les retraits ne se sont pas produits depuis les lignes de front, mais depuis les marchés. C'est une pression exercée sans mise en scène. Et elle est toujours en cours. Reste à savoir si cette stratégie conduira à une reprise des négociations. Ce qui est certain, c'est que l'environnement a changé. Les leviers sont en cours de recalibrage. Les hypothèses sont mises à l'épreuve et des décisions longtemps repoussées deviennent de plus en plus difficiles à éviter. L'histoire se concentre souvent sur le moment où quelque chose explose, mais tout aussi souvent, les résultats se construisent bien avant, silencieusement, délibérément, hors de vue. Il existe également une dimension psychologique à cette pression qu'il est facile de sous-estimer. La contrainte financière n'affecte pas seulement les bilans, elle influence la planification, la confiance et la tolérance au risque. Lorsque les revenus deviennent imprévisibles, les stratégies à long terme se transforment en décisions de survie à court terme. Les contrats sont retardés, les investissements gelés, les partenaires deviennent prudents. Même les alliés commencent à se couvrir. À l'intérieur de la Russie, ces contraintes externes se superposent à des défis internes. Maintenir des opérations militaires de grande ampleur nécessite non seulement du personnel et du matériel, mais aussi des flux de financement prévisibles et une continuité logistique. Toute perturbation, même temporaire, impose des choix. Certains secteurs sont protégés, d'autres sont discrètement relégués au second plan. Les effets ne sont pas toujours visibles immédiatement, mais ils s'accumulent. Sur le plan international, le signal envoyé par une application coordonnée des sanctions compte autant que l'application elle-même. Les marchés réagissent aux anticipations. Les assureurs réévaluent leur exposition. Les entreprises de transport maritime reconsidèrent leurs itinéraires. Les banques réexaminent les risques de conformité. Chaque réajustement réduit la marge de manœuvre, même avant qu'une sanction supplémentaire ne soit formellement imposée. C'est ainsi que fonctionnent les campagnes de pression modernes. Elles reposent rarement sur une action décisive unique. Elles appliquent plutôt des contraintes en couches successives qui se renforcent avec le temps. Gérables individuellement, asphyxiantes collectivement. Ce qui rend cette phase particulièrement significative, c'est qu'elle s'est déroulée alors que des voies diplomatiques existaient déjà. Des offres avaient été formulées. Des cadres discutés. Des calendriers proposés. Le changement suggère désormais que le levier est reconstruit délibérément, non pour intensifier le conflit, mais pour remodeler le paysage des négociations si celles-ci reprennent. Cette distinction est essentielle, car une pression exercée avec une porte de sortie est fondamentalement différente d'une pression exercée sans issue. La première cherche un réajustement, la seconde vise l'effondrement. À ce stade, les mesures semblent relever de la première catégorie. Mais la frontière entre les deux n'est pas immuable. Alors que l'hiver s'installe et que les cycles économiques se réinitialisent, les mois à venir diront si cette approche débouche sur des concessions, des adaptations ou une résistance accrue. L'histoire offre des exemples des trois issues. Ce qu'elle n'offre pas, en revanche, c'est la certitude. Et c'est peut-être là que l'équilibre finira par basculer. Et si vous voulez garder une longueur d'avance sur ce qui vient ensuite, restez vigilant, restez informé, aimez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et restez à l'écoute, car le prochain développement pourrait survenir plus tôt que prévu.